Bon, on va parler de Houellebecq, de son dernier roman, Anéantir, séisme littéraire de ce début d'année, paru chez Flammarion. Je vous propose de traiter la trame de fond du roman, ses entrailles idéologiques et métaphysiques. De vous aider à assembler la nébuleuse d'indices qui compose, comme souvent chez Houellebecq, ce roman. De ce que j'ai pu commencer à lire, par ici, par là, des plumes des journalistes littéraires, ça fera pas de mal de mettre un peu d'ordre dans l'entropie de fond et de forme qu'est cet ouvrage. Pour celles et ceux qui craindraient de gâcher leur lecture future, pas d'inquiétude, j'éviterai soigneusement d'aborder trop en profondeur la trame événementielle du roman qui, de toute façon chez Houellebecq, n'est souvent qu'un présupposé ou un beau déguisement. Si vous n'avez pas l'intention de lire Anéantir ou que Houellebecq vous repousse, j'espère que cette vidéo sera au moins vous stimuler intellectuellement et peut-être alimenter votre réflexion ou vous plonger dans un long spleen hivernal, au choix. Sur la forme, nous sommes dans l'environnement houellebecquien habituel, avec son désespoir standardisé, ses personnages tragiquement banals, son ton chirurgical et froid, son diagnostic précis de la médiocrité moderne que l'on aime ou que l'on vomit. Nous suivons Paul Raison, fonctionnaire au ministère des Finances, confident et ami du ministre en fonction, dans ses méandres et sa lente agonie familiale, professionnelle, médicale et relationnelle. Comme souvent chez Houellebecq, on y trouve une espèce de mélange entre le réel et la fiction, faisant intervenir des figures politiques, journalistiques contemporaines, en parodiant d'autres. L'action se situe dans un futur politique proche, en 2027, à quelques mois de la prochaine échéance présidentielle. Pour les fidèles lecteurs, la forme fait beaucoup penser à Sérotonine ou aux Particules. Un roman polyphonique, chaotique, dont la morale ne vous sera pas donnée, tout juste survolée, c'est à vous de la construire, tant et si bien qu'il y en ait une. Nous disions un désespoir standardisé donc, un spleen morbide, habituel, mais il y a cette fois une dimension en plus dans ce nouveau roman, quelque chose de plus sombre, de presque gnostique. C'est sur cette masse sombre qui avance doucement, cette bête cornue et tentaculaire qui infuse dans toute la pyramide sociale, des cabinets ministériels aux plus simples citoyens, à l'abri des regards, que va se concentrer mon analyse. En effet, je suis persuadé que si ce roman a un objet, c'est elle. Bien qu'elle soit diffuse, que Houellebecq en parle sans vraiment en parler, le roman est entièrement tourné vers elle, dans ses thèmes, dans ses apartés, et même dans la construction de ses personnages. Ce roman est incroyablement sombre, peut-être pour moi le plus sombre de Houellebecq. Justement car son action ne l'est pas. Du moins, beaucoup moins que ce à quoi nous a habitué l'auteur. Alors bien sûr, la misère est présente, la mort aussi, la maladie, la dépression, le suicide, mais tous ces thèmes sont finalement largement contrebalancés par une touche d'optimisme quasi romantique à laquelle l'auteur ne nous a pas forcément habitués. Politiquement, économiquement, les choses ne se passent pas si mal que ça. Si la maladie bouscule soudainement la vie des personnages, elle engendre par la suite bien des effets positifs. Elle resserre les liens familiaux, fait renaître des amours que l'on croyait condamnés, ou la tendresse oubliée. La part sombre de ce roman ne vient pas de sa misère anthropologique. Houellebecq ne s'appesantit pas en larmes et en émotions pompeuses. Si la mort arrive, elle arrive. Et elle est le plus souvent insensée ou idiote. Mais ce qui compte, c'est l'après. Si un personnage est condamné, dû à un cancer incurable, l'auteur lui confère des vues poétiques, une élévation spirituelle et amoureuse qu'il n'aurait peut-être jamais atteint, par le passé du moins. Si un autre quitte sa femme, manipulatrice, après bien des larmes, il retrouvera sous peu un véritable amour. Si quelqu'un se suicide, ce n'est au fond que la suite logique des choses. La vie reprend son cours en quelques pages. La vie avance, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, certainement pas maléfique en tout cas. Houellebecq pense le monde humain comme un lieu triste, douloureux, insensé ou tragique, mais pas mauvais, pas intrinsèquement mauvais. Car le mal est grand, bien plus grand que la petitesse des hommes. Le mal est gigantesque et il grandit. Le mal dirige le monde des humains, car il s'en est emparé. La noirceur de ce roman ne vient pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il suggère très habilement. Ce roman nous fait espérer, sourire par moments, à la fin de certains chapitres, on le ferme même avec un soupir niais et béat. On se dit qu'après tout, si même Houellebecq nous parle d'espérance, d'amour et de bonheur, on peut essayer d'y croire. Puis, quelques pages plus loin, après une balade en forêt avec le sourire à regarder la campagne en hiver, on se brise. On tombe sur une tache sombre, qui ne dit rien au-delà d'elle-même, mais qui nous rappelle que la bête est toujours là.
Ce roman est magistralement cruel et perfide, de ce qu'il nous fait espérer longuement et brise notre petite idylle d'espérance. C'est ce que j'appelle la bête, ce thème qui revient sous différentes formes tout au long du livre. Elle est parfois difficile à identifier, mais elle nous accompagne des premières aux dernières pages du roman en se métamorphosant, en changeant même de dimension. Comme un parasite, apparemment inoffensif, mais dont nous ne pouvons complètement ignorer la présence. Un acouphène à peine audible, mais dont la présence finirait par nous rendre complètement fous, par pourrir même ce que nous aurions dû trouver beau. Je vous propose de cerner cette force sombre qui imprègne le récit de Houellebecq. Commençons par un peu d'étymologie. Néant vient du latin negente, littéralement ce qui n'est pas collectif, ce qui n'a pas des gens, ce qui n'est pas organisé, ce qui n'est pas famille. Au fond, ce qui n'est pas société. Le néant, c'est ce qui n'est pas organisé, collectif. C'est l'anti-société, ou l'exacte absence de société, pour être tout à fait exact. Mais dans une interprétation germanique, néant se dit nicht, composé de ni, ne pas, plus icht, pouvant référer à créature ou à démon. En mêlant l'étymologie latine et germanique, anéantir peut signifier ce qui amène à l'état de néant, c'est-à-dire à l'anti-collectif, à l'anti-organisation, l'entropie dans son stade final, ce qui supprime les créatures ou les démons. L'anéantissement, c'est donc paradoxalement l'avènement de l'anti-société ou de l'anti-démon. Ces deux significations, à première vue paradoxales, sont pourtant absolument complémentaires dans la trame du récit et alimentent cette force obscure dont nous allons longuement parler. Le génie houellebéckien consiste à produire une idée, celle d'une force sombre qui infecte l'ensemble de la société, qui dirige le mouvement de notre monde moderne, qui s'est emparé de la marche du monde, sans nous dire pour autant précisément sa nature propre. Cette force obscure possède une première dimension romanesque. Paul, le personnage principal, est tenté par cette force obscure à plusieurs reprises. Il s'interroge. Il admet que nous ne savons plus trop ce qui trace la marche du monde. Plus les hommes politiques en tout cas. Peut-être un peu les nouvelles technologies et leurs milliardaires, mais il y a quelque chose en plus. Quelque chose de malsain, de maléfique, qui provoque une distorsion entre la volonté des politiques et la conséquence réelle de leurs actions. Comme un parasite. Cette force est bien plus que politique. Elle lie des éléments objectifs, comme l'omniprésence de signes d'apocalypse, de suites de nombres entiers, l'année de l'action 2027, avec un sentiment diffus qui touche l'ensemble de la société, celui que le monde ne tourne plus vraiment rond. Des activistes mystérieux, à l'idéologie complexe, mêlant symbolisme sataniste, technophilie et antimodernisme, visent des centres de dons de sperme, des porte-conteneurs, transmettent des messages anti-mondialisation, cherchant visiblement à lutter contre cette force maléfique. Au fond, cette sensation est aujourd'hui très partagée. Peu importe votre bord politique, nous sentons tous que quelque chose ne va pas. Cette force n'est pas humaine, elle n'est pas le fruit d'un complot des élites, mais la conséquence d'un sentiment diffus, provoqué par quelque chose de plus, une évolution lente du monde vers une dimension ouvertement mauvaise. Non pas juste douloureuse, mais bien mauvaise, maligne et perfide, chargée moralement. Ces activistes, comme Paul, comme la plupart des personnages, peu importe leur rang social au fond, sont tous animés par cette injonction entêtante. Constatant l'état de décrépitude avancée de notre société, ils se disent, au fond, pourquoi ne pas en finir ? Voilà où nous en sommes. Paul lui-même arrive à cette conclusion. Lui qui sent cette force sombre, sans la discerner nettement. Au final, ces terroristes qui s'attaquent à la modernité, ils ont peut-être un peu raison. Mieux vaut en finir une bonne fois pour toutes. Arrêter l'acharnement thérapeutique de l'humanité, la pente glissante technologique visant à satisfaire des besoins artificiels. Mieux vaut tout arrêter. De toute manière, le lien humain est complètement bousillé. Nos anciens sont parqués dans des mouroirs, la misère est généralisée, une force sourde s'est emparée de l'humanité. Le vrai clivage se situe entre ceux qui veulent poursuivre l'acharnement médical de l'humanité, voir jusqu'où on peut pousser l'abomination, animée par une force sombre, et les autres, qui veulent simplement en finir le plus rapidement possible avec le mal. L'anéantissement est la seule solution, car il détruit dans le même geste la société et ce faisant, le mal. Le ver est dans la pomme. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, ce roman n'est pas politique, il est métaphysique. Il théorise une nouvelle opposition,
considère que le monde des humains n'est pas mauvais, mais que la direction qu'il prend est profondément maléfique. Ce faisant, Houellebecq nous parle du dernier mouvement, celui de l'ultime réaction, qui n'est plus politique mais métaphysique, celle de l'anéantissement. L'anéantissement, c'est la fin du mal, la fin de la tumeur de l'humanité. Le mal est incurable. Mourir ou pourrir. Le mal n'est pas dans le néant. Le néant n'est ni bon ni mauvais, il est néant. La bête est partout, dans les rêves de Paul, dans les tentatives vaines des hommes pour la combattre, par les références religieuses et mystiques qui jonchent le roman, tentant un ultime barreau d'honneur assez peu convaincant par ailleurs. Le mal est dans l'action des politiques, dans leur obstination à perpétuer l'espèce humaine par tous les moyens, à continuer une croissance idiote. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais le mal est aussi dans le comportement de chacun, dans ces, je cite, petites boules de merde individuelles que sont devenus les hommes. Ce n'est pas un hasard si Houellebecq, par l'intermédiaire de ses personnages, aborde Rousseau dans ce livre à plusieurs reprises. Houellebecq est rousseauiste dans ce livre, un Rousseau convaincu de l'existence des forces du mal qui auraient corrompu le contrat social. Ce livre, au fond, nous invite à penser la tumeur de l'humanité, celle que nous ressentons tous, qui peut parfaitement cohabiter avec des moments de bonheur ou une vie satisfaisante par ailleurs. Là n'est pas la question. Cette tumeur est une dernière fois beaucoup plus diffuse. C'est la certitude que quelque chose ne tourne pas rond. L'inexplicable impression que le mal se répand petit à petit dans notre société. Nous l'avions oublié. Le malin. Il ne veut pas l'anéantissement. Il se nourrit de la décadence du monde, de sa lente agonie, en lui aspirant son énergie vitale. Le mal se nourrit du monde. Ce que l'homme ne supporte plus, c'est l'idée de l'impermanence. Son malaise profond face à la mort constitue d'ailleurs un des autres thèmes centraux du livre. La mort est devenue l'indécence suprême. Or, il s'agit là de rien de moins que l'une des conditions essentielles de la vie. Peut-être d'ailleurs pouvons-nous trouver là l'une des premières traces du démon de Houellebecq, notre attachement à la vie, qui n'est pas mu par une fureur, par un amour de celle-ci, mais par cette envie névrotique de durer, de préserver notre être ou de persévérer dans l'être, encore et toujours, à n'importe quel prix, et quelles qu'en soient les conséquences et les modalités. C'est précisément d'ailleurs ce à quoi s'attaque ce groupe d'activistes indéfinis, à tout ce qui est utilisé par le monde moderne pour continuer de durer. La reproduction artificielle, l'immigration, l'économie mondiale, le libre-échange, toutes ces dimensions sont en réalité animées par le même objectif, perpétuer ce qui devrait naturellement s'effondrer. Ces activistes sont ceux de l'anéantissement, contre les forces du mal, ceux qui veulent provoquer l'antisociété et l'anti-démon. Ce livre est une critique de l'acharnement à vivre. Il nous dit que le mal est là, qu'il n'y a rien à y faire, qu'il n'y a rien à faire face à lui. L'inertie de ce mal est bien trop grande, elle nous touche tous. Notre seul espoir consiste à presser sa fin, et donc la nôtre, à nous détacher de notre attachement vulgaire et névrotique à la vie, à profiter de ce que nous pouvons encore toucher du doigt, d'encore tangible et vrai, avant la fin, le beau, la tendresse fragile, les mots des grands hommes aussi, s'asseoir côte à côte et regarder le givre sur les feuilles. Moins de mots, toujours moins de mots. Le mal a déjà gagné. Contentons-nous d'écourter ces célébrations, nous hurle Houellebecq. En définitive, ce roman ne plaira à personne. La gauche croira y voir, comme toujours, les jérémiades dépressifs d'un névrosé prêchant l'apocalypse, mais chose plus nouvelle, la droite non plus ne devrait pas s'y reconnaître. Car Houellebecq nous le dit clairement, le mal a gagné. Aujourd'hui, rien ne nous sauvera. Houellebecq, c'est le réactionnaire chimiquement pur, celui qui a baissé les bras, qui constate de manière lucide et parfois poétique, sans s'illusionner d'une foi résistante, la fin qui arrive. Ce roman contient deux questions, deux enseignements fondamentaux. Comment se fait-il que malgré l'absence tragique de toute dignité sociale au sein de notre société, nous soyons tous habités par cette irrémédiable obsession à durer, comme individus, comme société, comme espèce, dans des conditions de plus en plus terribles. Pourquoi ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai volontairement essayé de faire plus court que d'habitude,
de vous proposer, je pense, une analyse du point central de ce roman. Je vous invite évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à vous plonger dans la lecture de ce roman qui par ailleurs est un bon passe-temps. Je ne m'aventurerai pas sur des commentaires d'ordre stylistique et littéraire, parce que ce n'est pas mes compétences. Néanmoins, j'ai passé un bon moment à lire quand même ce gros pavé, donc je vous recommande la lecture avec un bon café, et peut-être pas nécessairement maintenant, laissez peut-être un peu retomber l'espèce de bouillonnement médiatique autour de la sortie de ce livre, avant de vous y plonger. Pour ceux qui l'auraient lu avant cette vidéo, j'espère que vous avez pu éclairer un tant soit peu votre lecture, avec les éléments que j'espère vous avoir apportés. Je me permets également de vous dire que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, que c'est complètement gratuit et ça soutient mon travail. Vous trouverez aussi en description tous les liens utiles, notamment pour rejoindre mon channel Telegram, ainsi que mes différentes adresses pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement. Je vous dis à la prochaine, salut!